Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Nous revoici sur la place des évolués où nous avons le plaisir de recevoir un frère. Pour moi, c'est un frère parce que c'est quelqu'un avec qui on a eu à échanger beaucoup de fois. Bon, il s'appelle Alain Ekala. Bonjour Alain. Bonjour, Tu vas bien? ça va très Tu bien. permets que je te tutoie, hein, tu es un ami quand même. Hein, Oui, c'est le week-end. Hein. Après tout. Alors, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Comment tu te sens? Très bien. Et en plus, il fait beau. Il fait Ah, pas chaud, il fait pas froid. ouais. C'est parfait. Très bien. Alain est très connu pour ses analyses qu'il essaie un peu de mener dans le domaine de l'environnement. Il essaie de passer au peigne fin le secteur sur tous les aspects. Dis-moi un peu si je dois te présenter, comment je dois le faire. Je m'appelle Ingunda Ikala Alain. J'ai 38 ans, licencié en droit et juriste donc, et passionné de l'environnement et surtout de la forêt. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est un passionné de la forêt. Je peux croire que c'est cette passion qui te pousse à faire plus d'analyse de ce secteur. Oui, je pense que en fait, il ne suffit pas juste d'être juriste ou licencié. Il faut participer. L'intellectuel congolais doit participer à l'évolution de la société, à essayer d'éclairer l'opinion sur certains sujets. Moi, le sujet qui m'intéresse et dont j'ai l'expertise, c'est l'environnement et la forêt. Alors, j'essaye de contribuer par mes analyses à ce que la population en général puisse être éclairée. Il y en a combien déjà que tu as fait ces analyses? Parce que je lis quand même quelques-unes. Il y en a quand même plusieurs. Oui, il y en a plus d'une trentaine parce que Ouais. les choses évoluent dans le secteur de l'environnement, dans le secteur forestier, on a toujours des nouvelles problématiques, donc il faut expliquer de manière pédagogique afin que la population puisse avoir une information accessible. Mais ça tourne autour de l'aménagement du territoire parfois, ça tourne autour des forêts, de la gestion des forêts, la gouvernance forestière. Quelle est l'analyse justement que toi tu fais de ces secteurs? L'analyse que je fais de ce secteur aujourd'hui, c'est que je suis très inquiet. Parce que c'est vrai qu'on a le deuxième plus grand massif forestier tropical, mais comme vous le savez, 2019 a été une année où on a eu une perte de plus d'1 million d'hectares. Donc pour moi, c'est inquiétant, non seulement pour la RDC, par rapport à notre forêt, mais aussi pour l'humanité parce que cette forêt contribue aussi à la régulation du climat. Alors par rapport justement au secteur des forêts, ben, je suis quelque peu inquiet parce que aussi la gouvernance n'est pas optimale selon moi. Alors, parce qu'il faut parler aujourd'hui de la déforestation et la gouvernance forestière. Voilà les sujets sur lesquels on va échanger avec vous, parce que vous en avez une bonne expertise. Alors, vous avez déjà évoqué que l'année passée, l'année 2019, la RDC a perdu plus de 1 million, donc à peu près 1 million d'hectares de forêts à cause de la déforestation. Quels sont les facteurs qui rentrent dedans? C'est c'est l'exploitation forestière, c'est l'agriculture, c'est quoi concrètement qui rentre dans la déforestation là? Ben, les causes principales de la déforestation en RDC, c'est surtout l'agriculture sur brûlis et la carbonisation. Ce sont ces deux facteurs-là qui causent le plus de déforestation. Environ 80% de déforestation proviennent de ces deux causes-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est quand même énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est le fait que les villes s'agrandissent ou les villes agrandissent ou comment? Bon, il faut comprendre qu'en RDC, nous avons environ 80 millions d'habitants. Je parle environ parce qu'il n'y a pas encore de statistiques fiables. C'est 80 millions d'habitants qui vivent pas seulement dans les centres urbains, mais surtout à l'intérieur du pays. Et ils vivent de l'agriculture. Et leur mode de production agricole, ben, c'est l'agriculture sur brûlis. Alors quand vous prenez environ 50 millions de personnes qui vivent de l'agriculture sur brûlis, ben, c'est beaucoup de forêts que l'on perd. Et la carbonisation, là je parlerai plus des centres urbains. Dans les centres urbains qui ne sont pas électrifiés, alors par exemple Kinshasa, on parle de 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants dont la plupart font leur cuisson avec le charbon de bois. Alors vous imaginez la demande en charbon de bois qui est très important. Et quand vous prenez Kinshasa, vous prenez Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Goma, Bukavu, tous ces centres urbains créent une forte demande en termes de charbon de bois, donc d'abattage de bois. Donc c'est pour ça que ça augmente. Et plus la population va augmenter, plus les centres urbains vont augmenter, parce que
la RDC va atteindre inévitablement 100 millions d'habitants d'ici 20 ans. Donc si les choses ne s'améliorent pas et restent telles quelles, ben, nous allons en connaître une déforestation encore plus importante. Et ça, c'est ta grande peur, de voir la RDC perdre ses forêts. Oui, c'est ma grande peur parce que j'ai des enfants. J'ai des enfants, donc la régulation du climat, je dois m'y attaquer aujourd'hui. La RDC contribue beaucoup à cette régulation grâce à sa forêt, du fait qu'elle absorbe du carbone. Donc il faut la maintenir, ne serait-ce que pour mes enfants et mes petits-enfants pour qu'ils puissent avoir un climat stable. Donc je le fais pour eux. Alors Alain, lorsque tu as analysé justement tout à l'heure, tu as parlé de l'agriculture sur brûlis qui est un des moteurs de déforestation. Tu as également évoqué le fait qu'il n'y a pas d'électricité, mais j'ai l'impression que la déforestation n'est pas seulement les problèmes du ministère de l'Environnement. Oui, justement, en fait, c'est un nouveau paradigme qui doit maintenant, j'espère, rentrer dans la tête de nos décideurs et de la population en général. Parce que souvent, quand on parle de déforestation, effectivement, les gens pensent que c'est une affaire du ministère en charge des forêts. Exact. Mais non, parce que les causes de la déforestation, c'est le charbon de bois. Le charbon de bois est dû au fait que les populations, les centres urbains n'ont pas d'électricité. Donc, c'est de la compétence du ministère de l'Énergie. Et l'agriculture sur brûlis, c'est un mode de production agricole. Ce mode de production agricole, c'est de la compétence du ministère de l'Agriculture. Alors, justement, il faut faire ce lien entre l'énergie, l'agriculture et la perte du couvert forestier, et donc la déforestation. Et c'est ce lien, des fois, qui n'est pas fait. Parce que, tu sais, nous partons des fois dans des ateliers où on parle de déforestation, mais le ministère de l'Énergie n'est pas présent, le ministère de l'Agriculture n'est pas présent. Pourtant, ce sont les secteurs où il faudrait faire des réformes de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir de déforestation. Parce que je donnerai un exemple. Kinshasa, aujourd'hui, on a un déficit en électricité. Donc aujourd'hui, si Kinshasa arrive à une pleine capacité en termes d'accès à l'énergie électrique, ben les gens nécessairement utiliseront moins de charbon. Donc il faut qu'on puisse investir massivement aussi dans ce secteur et qu'on puisse, dans notre tête, faire le lien entre le fait qu'une personne qui a de l'électricité en permanence, c'est une personne qui va utiliser moins de charbon de bois, c'est moins d'arbres qui seront coupés. Et c'est ce lien-là qu'il faut faire, qui n'est pas encore fait, selon moi, à mon sens, jusqu'à présent. Parce qu'on pense que c'est vraiment de la compétence unique du ministère des Forêts. Donc si je dois comprendre bien, ta recommandation serait justement qu'il y ait cette synergie entre les ministères qui sont impliqués dans la déforestation. Oui, il faut une synergie. Écoutez, la première cause de déforestation, c'est l'agriculture sur brûlis, une mode de production qui est de la compétence du ministère de l'Agriculture. L'alternative pour diminuer cette cause de déforestation serait que nos paysans puissent produire autrement. Par exemple, en faisant de l'agroforesterie. Mais qui va faire ce travail pour que nos paysans, ce renforcement des capacités pour que nos paysans puissent adopter un autre mode de production agricole? C'est le ministère de l'Agriculture. Donc il faut qu'elle soit impliquée. Mais par contre, on voit que c'est le ministère de l'Environnement parce que j'étais sur Mampo, par exemple, c'est un financement via le ministère de l'Environnement. Est-ce que le ministère de l'Agriculture fait-il réellement un travail dans ce sens-là? Oui. Bon, Mampo, c'est le reboisement. Juste un exemple. Oui, voilà. Oui, c'est le reboisement. Donc c'était normal que le ministère de l'Environnement soit leader dans ce cas-là. Mais au regard des causes de déforestation, le ministère de l'Environnement peut chapeauter. Mais pour qu'on puisse trouver les vraies solutions, il faut nécessairement impliquer le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Agriculture. Mais quand vous prenez par exemple les PIRED dans différentes provinces, apparemment c'est plus le ministère de l'Environnement que le ministère de l'Agriculture et pourtant il y a l'agriculture qui se fait là. Oui, justement, moi je pense que ce sont des bons projets, mais qui sont limités aussi géographiquement. Parce que aussi avec ma petite expérience un peu, comme vous savez, je travaille aussi à WRI, ma petite expérience sur le plan cartographique, des petits projets ciblés n'ont pas nécessairement un impact immédiat sur l'ensemble de la déforestation en RDC. Donc vous pouvez avoir un petit projet à Nyoki, oui vous faites de l'agroforesterie, mais ça n'a pas un impact sur la déforestation qu'il y a partout en RDC. Pour qu'il y ait un vrai impact,
il ne faut pas des petits projets comme ça. Il faut vraiment que le ministère de l'Agriculture s'implique par un projet massif d'adoption de nouvelles modes de production. Donc le PIRET c'est bien, mais c'est très limité aussi sur le plan géographique. Et aussi, je pense que le ministère de l'Agriculture n'est pas si impliqué que ça. Mais c'est justement, et par là, je comprends qu'il faut que les autorités, quand je parle des autorités, il faut que les ministères de l'Environnement changent peut-être son discours pour investir dans les alternatives qui vont dans le sens justement de décourager la déforestation. Je ne sais pas, parce que dans la plupart des cas, on entend parler toujours, la RDC a besoin de l'argent pour compenser sa protection des forêts, mais en réalité, on ne propose pas les alternatives qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous avez les mêmes points de vue que moi. Oui, mais pour moi, il y a beaucoup d'alternatives que le ministère propose. Par exemple, le gaz, c'est une bonne alternative. Il y a comment dire, qu'on appelle ça en lingala, on parle de Bambola. Oui, les foyers améliorés. Le foyer amélioré. Ouais. Mais au regard du coût, c'est difficile pour que la petite paysanne qui se trouve à Bongananga puisse vraiment impacter par rapport à la déforestation. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, ces projets-là sont des projets toujours limités géographiquement et surtout par rapport à une classe sociale. Parce que quand vous mettez par exemple un foyer amélioré à 20 $, 15 $, croyez-moi que pour la plupart des Quinois qui vivent dans la très grande pauvreté, ce sont des choses inaccessibles. Mais ce qui est accessible pour eux, ce qui serait accessible pour eux, ça serait d'avoir l'électricité en permanence. Non mais Alain, tu sais, l'électricité, c'est pas pour les pauvres, non? Ah non. Ah oui, hein. Non, je pense que, n'oubliez pas surtout que l'électricité est un droit constitutionnel. Tout le monde a droit à l'électricité. L'électricité, c'est vrai, ça a un coût. Mais je pense que ce coût, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, si les Quinois, les gens de Kisangani, de Lumbashi ont accès à l'électricité de manière permanente, je pense qu'entre s'acheter un réchaud et un foyer amélioré, je pense que la personne achètera son réchaud et ça s'est fait partout comme ça dans le monde. Je pense que nous adopterons la même attitude. Donc pour moi, il faut investir dans l'électricité si nous voulons que nos centres urbains ne puissent pas être des vecteurs de déforestation. Il faut que nos centres urbains puissent être électrifiés. C'est un besoin non seulement de la RDC mais mondial. Et ça, je vais vraiment expliquer à vos téléspectateurs que si les centres urbains en RDC, parce que 50% de notre population vivra d'ici quelques années dans les centres urbains, si ces centres urbains ne sont pas électrifiés et qu'elles continuent à être des vecteurs de déforestation avec leur demande en charbon de bois, la perte, la déforestation et même la disparition de notre forêt est inéluctable. Ah. Et quand ça va disparaître, avec beaucoup de conséquences qui vont tomber sur nous. Oui, ça sera catastrophique pour notre climat et pour le climat mondial. Donc c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité que la RDC a et que l'humanité a aussi envers la RDC. Si les centres urbains de la RDC ne sont pas électrifiés, nous allons perdre cette forêt. Ça c'est très bien. Alors, quelles sont les alternatives que toi, en tant qu'expert, tu peux proposer pour justement protéger nos forêts? Moi, je pense que la première cause de la déforestation, on a dit que c'est l'agriculture sur brûlis. Ça signifie que nos paysans doivent adopter des nouveaux modes de production. Et le ministère de l'Agriculture ça doit être sa priorité. Mais on doit aussi y investir. Ça signifie que non seulement le gouvernement, mais les partenaires qui veulent aider la RDC à lutter contre la déforestation doivent investir dans un projet, en tout cas pour moi par exemple, je donne un exemple, un projet d'agroforesterie mis en place par le ministère de l'Agriculture pour aider nos paysans à adopter ce nouveau mode de production. Et ça doit se faire de manière massive. Ce n'est pas un petit projet isolé à Mbandaka, non, c'est un projet de manière massive sur l'ensemble du pays. Voilà, sur l'ensemble du pays. Et c'est un projet qui doit être mené avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture conjointement. Sans le ministère de l'Agriculture, on ne peut pas
On ne pourra pas réaliser ce type de projet. Mais il faudrait se concentrer sur ça. Et deuxième point, ça serait bien sûr l'énergie électrique. Je pense même que dans la prochaine COP, il faut que la RDC parte via cette logique que investir dans l'électricité en RDC, c'est sauver les forêts. Ouais, c'est ce paradigme qui doit s'intégrer aujourd'hui. Quand il y a une nouvelle ligne qui doit être construite entre le barrage de Zongo et Kinshasa qui nous permettra d'avoir une plus grande desserte en électricité. Cette ligne de transport-là doit être prioritaire parce que quand cette ligne de transport sera prête et qu'on aura accès à plus d'électricité à Kinshasa, on va utiliser nécessairement moins de charbon. Donc ça devrait être quelque chose de prioritaire pour sauver nos forêts. Et des fois, les gens n'arrivent pas à faire ce lien entre une ligne à haute tension et un arbre. Pourtant, il y a un lien entre les deux. Ah, ça c'est très bien. Et c'est quoi ces liens? Ce lien, c'est que s'il n'y a pas la ligne de haute tension et qu'on n'a pas l'électricité, on va couper l'arbre pour chauffer son madé sur son foufou. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Donc, mais déjà, avec un budget modique, la RDC n'a pas des moyens pour se donner le luxe, là, taper ce luxe d'électrifier les coins et recoins. S'il faut penser à électrifier la RDC ou accroître les taux de desserte, il faut penser peut-être d'ici 2050. Et pendant ces temps, les forêts vont partir. Hein. Non, je pense qu'aujourd'hui, la RDC a une société nationale d'électricité qui est une société commerciale aujourd'hui. Elle a une grosse infrastructure. Mais qui ne parvient pas toujours à satisfaire les besoins de la population. Oui, et je pense qu'elle peut aussi la possibilité de faire des partenariats. Je donnerai un exemple, par exemple le barrage qui se trouve à Kisangani, le barrage de la Chopo. Oui, elle n'est pas en pleine capacité, mais avec des partenariats, on peut arriver à faire des partenariats pour qu'elle soit à sa pleine capacité et peut-être augmenter sa capacité. On appelle ça des joint ventures. Ouais. Ça peut se faire. On peut le faire dans le secteur de l'électricité pour essayer de remettre à flot tous ces barrages qui sont, qui ne sont pas bien gérés, qui ne sont pas à pleine capacité. Donc, on n'a peut-être pas l'argent, mais on a les ressources hydrauliques nécessaires et des fois même l'infrastructure qui est déjà mise en place. Et il faut juste inviter les gens, qu'on travaille dans un cadre juridique bien précis. On peut faire des joint ventures et remettre tout cela à flot. Sans compter que le secteur d'électricité est aujourd'hui libéralisé. Donc il faut que les gens puissent venir investir et il faut leur assurer que leur investissement sera protégé. Okay. Ça c'est vrai. Mais bon, voilà, on va passer justement à l'autre aspect de nos échanges qui va porter sur la gouvernance forestière. Pour toi, ça te dit quoi, cette notion de gouvernance forestière? La gouvernance forestière, je suis un peu, on dit que je suis un peu pessimiste, mais bon, pour moi, la gouvernance forestière est vraiment bancale. Hein, okay. Bancale, pour la simple raison que moi, je regarde les faits. Nous avons l'exploitation industrielle et nous avons l'exploitation artisanale. L'exploitation industrielle, c'est 300 000 m3. L'exploitation artisanale, c'est environ 4 millions de mètres cubes. L'exploitation industrielle, nous connaissons les concessionnaires, nous savons les localiser, nous savons localiser leurs sièges. Ils sont organisés via la FIB, oui. Ils sont très organisés. Et nous avons d'un côté l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale, si je vous pose la question, qui sont les exploitants qui ont reçu leur agrément dans la province du Sud Kivu, reçu du gouverneur? On ne sait pas. Combien le gouverneur de la Chopo a donné de permis artisanaux? On ne sait pas. Combien ces artisanaux ont produit comme bois d'œuvre? On ne sait pas. Donc il y a comme comment dire, moi j'appelle ça pas le noir, c'est les ténèbres, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Sans compter qu'on a un arrêté qui exige que la liste de ces artisanaux soit publiée, soit d'abord envoyée par le gouverneur au secrétariat général et que le secrétariat général de l'environnement le publie sur le site internet. Malheureusement, à ce que je sache, les provinces n'envoient pas cette liste. Donc les gens ne sont pas au courant de qui sont les acteurs dans le secteur artisanal, combien ils produisent. On est incapable de contrôler. Donc,
Et ça... Pour moi c'est les ténèbres. C'est pour ça que je parle que c'est bancal. Donc c'est les ténèbres. Mais quelque part, il y a quand même un arrêté qui réglemente le secteur de l'artisanat quand même. Je ne pense pas que la loi existe et qu'il faut peut-être tout simplement la mettre en pratique. Oui, justement. On a un arrêté, c'est l'arrêté 084 sur l'exploitation forestière. Ouais. L'arrêté est parfait. En tout cas, c'est l'un des meilleurs arrêtés que j'ai lu. Mais le problème, c'est l'application. Dans cet arrêté, on dit que le gouverneur doit publier le nombre maximal d'exploitants artisanaux dans sa province. Les gouverneurs ne le publient pas. On dit que le gouverneur doit envoyer la liste des personnes ayant obtenu l'agrément en tant qu'exploitants artisanaux. Il ne l'envoie pas ici à Kinshasa, pourtant l'arrêté le dit. Il n'envoie pas le répertoire, donc le ministère n'est pas au courant. Comme on n'est pas au courant du répertoire, on ne sait pas qui est exploitant artisanal, qui ne l'est pas, le ministère n'est pas non plus en mesure de demander la production. Donc on n'est pas en mesure de les contrôler. Puisqu'on ne nous envoie pas les répertoires, donc on ne sait même pas où est-ce qu'ils exploitent. Donc la loi est là, mais il faudrait qu'elle soit effective. Et donc pour moi, le ministre doit un petit peu pousser les gouverneurs à lui fournir certaines informations. Parce que ce que des fois les gouverneurs oublient, c'est que leur pouvoir de donner des permis artisanaux, c'est le ministre qui a délégué ce pouvoir. Ouais. La loi ne donne qu'au ministre de l'Environnement le droit de donner des autorisations d'exploitation. Le ministre a délégué pour les exploitants artisanaux au gouverneur. Mais si les gouverneurs n'agissent pas bien, je pense que le ministre doit sévir. Donc, le ministre a délégué tout simplement pour que lui seul gère les côtés exploitation industrielle parce qu'il y a beaucoup d'argent. Les côtés artisanaux, il n'y en a pas. Hein. C'est moi qui l'ai dit en fait. Non, je pense que ce n'est pas une question nécessairement d'argent. Le ministre n'est pas ministre des Industries, il est ministre des Forêts de la RDC. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, d'un côté c'est 300 000 m3, d'un côté c'est 4 millions de mètres cubes. Donc c'est paradoxal. Hein, voilà. Qui détruit réellement la forêt en ces cas-là? Bon, entre les deux, c'est l'exploitant artisanal. Hein. Surtout qu'on ne sait pas l'identifier, on ne sait même pas là où il coupe, comment il coupe, est-ce qu'il respecte les normes établies pour la coupe, on ne sait même pas. Donc, et ces secteurs doivent normalement être gérés. Qu'est-ce que toi tu répondras à ceux qui pensent qu'il faut d'abord suspendre ces secteurs d'activité pour essayer un peu de remettre de l'ordre? C'est impossible de suspendre cette activité parce que cette activité, il y a un besoin. Si vous voulez construire une maison, vous avez besoin de charpente. Ouais. Donc la charpente, c'est pas le type du coin qui va vous le donner. Ce sont des commerçants qui achètent du bois chez les artisanaux. Donc à moins de dire qu'en RDC, on ne va plus construire de maisons, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc on ne peut pas arrêter. Moi je n'ai pas encore construit. Hein. Tu n'as pas encore construit. Donc on ne peut pas dire qu'on va suspendre cette activité. On ne va pas le suspendre. Je pense que ça serait illusoire parce que les gens continueraient à acheter et les maisons continueraient à être construites. On va juste le rendre, c'est de la prohibition. Ça va devenir juste, ça va se faire dans le marché noir. Ouais. C'est inutile. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà encadré par la loi, mais je pense que maintenant il faut que le ministre tape du poing envers les gouverneurs pour qu'ils puissent fournir des informations. Et s'ils ne fournissent pas des informations, il faut les sanctionner. Okay. Pour moi, un gouverneur qui n'envoie pas la liste des exploitants artisanaux des exploitants artisanaux, donc des permis qu'il a donnés, des agréments. S'il n'envoie pas ça au secrétariat général, je pense que le ministre doit le sanctionner en lui enlevant cette délégation d'octroi de permis de coupe artisanale. Ok. Donc, mais une fois, j'ai reçu un des acteurs de la société civile ici qui disait on ne peut pas lever le moratoire parce que les exploitants, on n'a pas encore vu clair dans ce qui est exploitation industrielle du bois, patati patata. Tu partages aussi le point de vue? Oui, je partage ce point de vue, peut-être pas pour les mêmes raisons. Moi, je suis pour le maintien du moratoire
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RDC, on a environ 50 concessions forestières industrielles. Mais nous ne produisons que 300 000 mètres cubes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a certains exploitants industriels qui ont des concessions, qui ne les exploitent pas, qui les immobilisent. Alors je pense que si on n'arrive pas à maximiser avec les 60 concessions que nous avons, on ne va pas en rajouter plus. On a déjà affecté 10 millions d'hectares à l'exploitation industrielle. On n'arrive pas à produire 1 million de mètres cubes comme Brazzaville, comme le Gabon. Il faut d'abord qu'on puisse maximiser sur ce qu'on a déjà. On a 10 millions d'hectares. On a 56, environ 60 concessions forestières. Il faut que cela puisse produire, puisse être donc une production optimale. Et après, on va penser à une extension de ce secteur sur d'autres espaces. Mais avec les 60 concessions que nous avons, nous n'arrivons même pas à faire 1 million de mètres cubes et on veut faire sauter le moratoire pour redonner des concessions, pour qu'on arrive à 100 concessions. Le but de l'exploitation forestière, ce n'est pas de donner des concessions, c'est que les personnes exploitent pour qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée et créer de l'emploi. Okay? Si avec les 60, vous n'arrivez pas à faire une grosse production ou à créer de l'emploi, vous n'allez pas rajouter des concessions. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, on doit pour l'instant maintenir le moratoire parce que avec ce qu'on a, on n'est pas censé avoir 300 000 mètres cubes de production et avoir plus de la moitié des concessions qui sont immobilisées et inexploitées. Et à ce niveau-là, ça bloque où exactement? Est-ce au niveau du ministère de l'Environnement que les go pour booster l'exploitation forestière industrielle doit partir, ou bien c'est plutôt au niveau des exploitants eux-mêmes? Qu'est-ce qui doit être fait? Non, pour moi, c'est le ministère de l'Environnement. La loi est très claire là-dessus. Donc, quand vous avez un contrat de concession forestière, vous avez 12 mois pour exploiter. Non, 18 mois pour exploiter. Si dans les 18 mois, vous n'exploitez pas, le ministre vous envoie une mise en demeure. Une mise en demeure qui vous donne 12 mois pour exploiter, pour commencer l'exploitation. Si vous ne le commencez pas, on résilie votre contrat. Il y a un autre article qui dit que vous ne pouvez pas rester pendant 2 ans sans exploiter. Si vous restez 2 ans sans exploiter et que ce n'est pas dû à une force majeure, le ministre peut aussi résilier votre contrat. Donc pour moi, c'est une analyse assez simple. Vous avez la liste de concessions. Le ministre n'a qu'à voir qui n'exploite pas et donner les mises en demeure. Et ceux qui, dans les délais, ne vont pas exploiter, on retire les... Tu as quand même une idée sur ceux qui n'exploitent pas. Je sais que tu es dans les domaines. Tu connais quand même quelques entreprises qui n'exploitent pas. Je ne donnerai pas les noms, mais je dirais simplement que ceux qui ont le plus de concessions sont ceux qui immobilisent le plus. Et je pense que même il faut avoir à l'idée que on ne peut pas donner à un concessionnaire ne peut pas avoir 10 concessions ou 12 parce qu'on ne peut pas techniquement exploiter 10 concessions au même moment. Il faut être réaliste. Pour ces concessionnaires-là, je pense qu'ils se connaissent. Il faut qu'ils cèdent. Non, mais il y a par exemple le Sodefort qui en a, je crois. Je ne cite pas les noms. D'accord. Voilà, mais je sais quand même que Sodefort a beaucoup de concessions, et parmi lesquelles les autres ne sont pas même mises en valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je n'ai pas les données pour savoir si c'est la concession de Sodefort qui n'est pas mise en valeur, mais ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un qui a plus de 10 concessions ne peut pas, techniquement ou financièrement aujourd'hui, exploiter les 10 concessions au même moment. Alors pour cela, moi ce que je conseille, c'est de céder leurs concessions à ceux qui veulent réellement exploiter. Le ministre devrait les encourager à ça. Parce qu'on donne 10 concessions, ce n'est pas pour que vous puissiez rester avec, c'est pour qu'ils puissent avoir exploitation. Alors aujourd'hui quand même, il y a cette volonté manifeste de pouvoir organiser mieux les choses, et surtout dans les domaines de l'exploitation artisanale. Je voudrais savoir, au-delà du fait que les gouverneurs doivent publier les listes, doivent envoyer les données vers le ministère central ou bien le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qui doit être fait encore? Parce qu'on a vu récemment les ministres prendre un arrêté ou une autre circulaire pour interdire l'exploitation, donc disons les commerces, la vente du bois issu de voies illégales, bon, à Maluku, à Kinkole, et puis le long du fleuve. Mais apparemment, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais pas si tu as eu aussi à faire cette même lecture que moi. Bon. Parce que les choses n'ont pas changé avant la lettre du ministre.
égal après la lettre du ministre. Les choses continuent à couler comme si rien n'était. Oui, je pense que quand on dit que le bois illégal ne doit pas être vendu, c'est logique, ça ne doit pas être vendu. Mais il faut que l'on arrête de prendre des mesures limitées sur le plan géographique. Il faut qu'on puisse organiser en amont. En amont, pour moi, organiser en amont, comme je l'ai dit, c'est avoir l'information sur qui fait quoi. Si on sait qui fait quoi, on est capable de mieux contrôler. Si vous savez que on ne peut, si le gouverneur envoie la liste, cette liste est extrêmement importante parce que s'il envoie cette liste pour les contrôleurs forestiers, par exemple un inspecteur forestier qui se trouve dans un port, il est face à du bois, quelqu'un lui dit voilà, moi ce bois vient de la Chopo, qu'est-ce que fait l'inspecteur? L'inspecteur regardera la liste qui a été publiée des exploitants qui se trouvent dans la Chopo. Si cette personne n'y est pas, ça lui donne déjà une indication que ce monsieur n'est même pas reconnu comme exploitant artisan dans cette province. Donc c'est probablement du bois illégal. Okay. Vous voyez, donc ça signifie que par la simple action que le ministre aurait fait d'exiger cette liste, de publier cette liste, de le partager aux inspecteurs, ça fera déjà fuir beaucoup de personnes qui travaillent dans l'illégalité. C'est pour ça que la transparence dans le secteur forestier, même dans le secteur extractif, est très important. Parce que quand c'est transparent, tout le monde sait qui fait quoi. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et vous dire voilà, j'emmène du bois de la Chopo et je suis exploitant artisanal. Ça sera difficilement ça sera possible. Et surtout, si le gouverneur limite aussi le nombre des exploitants, ça sera difficile pour que n'importe qui puisse venir. Parce que vous savez, quand quelque chose n'est pas limité, tout le monde y va. Ah oui, hein. On a, pour moi par exemple, dans une province comme la Mongala, qui est une petite province, où la moitié de la province, ce sont des concessions forestières industrielles, il y a très peu d'espace pour l'exploitation artisanale. On ne peut pas avoir 100 permis artisanaux, 100 permis de coupe artisanale. On ne peut pas avoir 100 exploitants artisanaux dans cette province. Donc si on limite, ça va en fait faire venir les vrais investisseurs, ceux qui veulent vraiment travailler dans la légalité. Mais pour ça, il faut la transparence. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Ça commence par là. Et après, on peut maintenant effectuer le contrôle de manière optimale. Donc, ce contrôle qui a été initié au niveau du port de Kinkole n'a pas vraiment son utilité, si je comprends bien. Ça, son utilité, notamment pour l'exploitation, le bois qui vient de là, mais pour le bois qui sort vers l'est du pays, qui sort vers Lubumbashi, ça n'a pas un impact, quelque chose qui a été fait ici. C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions globales. Des décisions globales en essayant de mettre des mécanismes pour essayer de contrôler le secteur artisanal dans sa globalité et non de manière périphérique fait dans une ville. Donc le projet est bon, mais elle est très limitée, elle est très périphérique, elle est très limitée sur le plan géographique. Il faut prendre des décisions d'ordre national. Super. Alain Ikala Ngumba, je pense que tu as tout dit. J'ai été bref, hein. Tu penses que tu as tout dit? Oui, je pense que... Parce que moi j'ai encore des questions. Bon, moi je pense que j'ai tout dit, mais bon, c'est toi le professionnel. Hein. Moi j'ai encore des questions. Hein. Ah non, il n'y a pas de problème. Donc, j'en ai quand même 3 que je vais te poser avant de clôturer. Oui. Avant d'arriver à mes 3 questions, parce que là ce sont les dernières questions que je vais te poser. Mais je voudrais quand même que tu puisses justement analyser les côtés économiques de l'exploitation forestière en RDC. Quelles sont les données que tu disposes? Est-ce que ces secteurs apportent quelque chose au trésor public? Très sincèrement, le secteur forestier n'apporte pas grand-chose au trésor public. Pourquoi? C'est la raison que j'ai dit. L'exploitation industrielle est connue, elle est à peu près contrôlée, mais ce n'est que 300 000 m3. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à l'exportation du bois. Tandis que l'exploitation artisanale, qui est de 4 millions de mètres cubes, c'est très opaque. Comme je dis, elle est ténébreuse. Donc on ne peut pas vraiment
la taxer de manière efficace, puisque nous ne connaissons que très peu les acteurs. Voilà pourquoi le secteur forestier rapporte très peu. Mais son impact, notamment dans le côté ouest de la RDC, serait très important si tous les exploitants forestiers étaient en train d'exploiter leurs concessions. Parce que vous savez, dans les provinces pauvres comme la Chuapa, la Mongala, l'Équateur sont des provinces pauvres. Quand vous avez un industriel qui vient s'installer, créer une base vie, il emploie des gens, c'est quelque chose de très important, qui a un réel impact social. Peut-être pas à Kinshasa, mais envers les populations, ça a vraiment un impact social, parce que trouver du travail dans ces provinces, c'est très difficile. Et quelqu'un qui vient investir, c'est vraiment une chance. C'est pour ça que pour moi, je plaide vraiment pour que on arrête avec l'immobilisation des concessions forestières. Il faut que ceux qui veulent travailler puissent avoir des concessions forestières. Ceux qui immobilisent ces concessions doivent les céder. Mais il y a les ministres passés qui avaient retiré certaines concessions qui, entre guillemets, étaient immobilisées et qui les a attribuées ou vendues à d'autres concessionnaires. Ça a créé des conflits. Ces genres de problèmes, comment on doit les résoudre en réalité? On doit les résoudre dans la transparence et la vérité. Octroyer une concession forestière, il faut respecter des règles. Ces règles, il faut les suivre. On a un moratoire. Chacun a son interprétation du moratoire, mais il y a une chose dont on ne peut pas avoir d'interprétation, c'est que, par exemple, on ne donne pas une concession forestière de gré à gré. Mais ça, on en a vu plusieurs fois. Oui, bon, il semble, à ce que j'ai lu dans la société civile, apparemment certaines concessions ont été données de gré à gré, ce qui est interdit. Il faut partir dans les règles. S'il y a des concessions qui ont été octroyées illégalement, il faut que cela soit dit. Et s'il faut le régulariser, il faut donner des gages de régularisation. Okay? Moi, je pense que si quelqu'un a eu une concession illégalement, normalement, oui, il faut l'annuler. Et la personne qui l'a donnée, il faut le sanctionner. Mais après être parti dans ces coins du territoire qui sont très pauvres, je connais l'impact de la cessation d'une exploitation forestière sur le plan social. Avant, je suis juriste, hein, avant j'étais très catégorique. Si je constate qu'il y a l'octroi illégal d'une concession ou il y a une exploitation illégale, on annule tout. Voilà, j'étais très catégorique. Mais en allant sur place, j'ai compris aussi qu'il y a des populations qui ont besoin de travail. Si on arrête une exploitation industrielle quelque part, c'est des milliers de gens qui sont impactés. Alors je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aussi par le ministère de l'Environnement. Je pense que les choses doivent se faire dans la transparence et surtout essayer de voir aussi l'intérêt des communautés. Mais les choses doivent être faites dans la transparence et être dites. S'il y a des concessions qui ont été octroyées illégalement, il faut le dire à la population que ça a été octroyé illégalement et comment on va faire pour que cela n'arrive plus. Et si certains doivent être régularisés, comment on va les régulariser, mais que les choses se fassent de manière véridique et transparente envers le public. Je pense qu'on mérite ça. Voilà. Alors Alain, l'actualité oblige aussi qu'on aborde cette question du Conseil d'État. Je ne sais pas si tu es au courant que les actes pris par le ministre de l'Environnement octroyant 9 concessions aux entreprises chinoises, cet acte a été donc porté auprès du Conseil d'État pour solliciter l'annulation. Tu en es au courant quand même? Oui, je travaille dans le secteur forestier, donc je suis au courant que ces actes ont été attaqués. Comme je te l'ai dit, chacun a son interprétation du moratoire. Moi d'abord, je suis contre sa levée, ça c'est clair. Mais ce que moi je reprocherais, et c'est que peut-être je soutiens la démarche parce que si ces concessions ont été réellement obtenues, surtout de gré à gré, il faut que les choses soient dites. Il y a un décret qui l'interdit.
on ne peut pas donner une concession d'exploitation de gré à gré. Donc, ce qui a été... Cela a été comme ça, parce qu'on n'a pas vu un appel d'offres quelconque ou on n'a rien vu, même rien du tout. Oui, c'est pour ça que moi, en tout cas, j'encourage Coldelt dans sa démarche et aussi au ministère de l'Environnement de ne pas prendre la démarche de Coldelt comme une attaque personnelle, comme vous l'avez dit, envers le ministre, mais un souci d'essayer de régulariser le secteur. Parce que s'il y a des fautes qui ont été faites, s'il y a des octrois qui n'ont pas été faits selon les normes, ça sera là non seulement... vous savez, quand vous partez dans les cours et tribunaux, il ne faut pas prendre ça franchement comme une attaque. Il faut prendre ça aussi comme une occasion de mieux faire plus tard. Et moi, c'est comme ça que j'interprète la démarche de nos amis de Coldelt. Je pense que le Conseil d'État va prendre une décision. S'il y a des régularités qui ont été faites, il faut maintenant, pour moi, peut-être, moi je pense à après. Que faut-il pour que ces choses ne puissent plus arriver, se reproduire? Parce que manifestement, ça a été donné de gré à gré et c'est interdit. Mais il faut que ces choses ne puissent plus se reproduire. Et il faut que et la société civile et le ministère de l'Environnement puissent travailler de concert. Et je pense que s'ils avaient travaillé de concert dès le début, Coldelt ne serait pas allé jusqu'au Conseil d'État. Ils ont été reçus par le ministre, mais apparemment en échangeant avec Coldelt, il semble que le ministre n'a pas voulu comprendre qu'il s'agissait d'une illégalité quelque part. Oui, c'est pour ça que le Conseil d'État va statuer là-dessus. Et moi, je pense que, en tant que juriste, je pense que nous allons tous apprendre maintenant. Parce que vous savez, dans notre secteur, c'est difficile à croire, mais quand on pose la question à la plupart des acteurs, comment peut-on obtenir une concession forestière en RDC? La plupart des gens ne peuvent pas vous donner la procédure étape par étape. Et je pense que moi, en tant qu'intellectuel, ce que je vois, ce que j'espère dans cette décision, c'est qu'on aura cet apport pédagogique. Parce que si les concessions ont été données illégalement, le Conseil d'État va nécessairement expliquer comment les choses se font légalement. Et ça sera là une jurisprudence pour plus tard. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je ne regrette pas que Coldelt ait fait ça. Pour moi, elle a le droit de le faire, elle doit le faire si elle pense que les concessions ont été données illégalement. Et nous attendons la décision du Conseil d'État pour surtout apprendre à ne plus commettre des erreurs si des erreurs ont été commises. Super, nous tendons pratiquement vers la fin. Tu penses que tu as tout dit? Oui. Ok, alors moi j'ai deux petites questions que tu vas... un exercice auquel tu vas quand même t'adapter. Je voudrais que sur une échelle de 10, tu puisses coter le ministre Nyamugabo. Depuis qu'il est à la tête de son ministère et la manière dont il a géré les ministères, ses actions sur 10, tu lui donnes combien? Pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Très sincèrement, 5. 5. Pourquoi 5? Parce qu'il y a certains secteurs, comme j'ai dit, le secteur artisanal, mais il y a aussi le secteur de la pollution qui pour moi ne sont pas toujours bien encadrés. Ok, super. Alors, deuxième question. Selon toi, qu'est-ce que Nyamugabo devrait faire qu'il n'a pas pu faire pendant une année? Ce qu'il n'a pas pu faire, c'est, comment dire, serrer la vis au gouverneur de province qui octroie des permis artisanaux sans nécessairement lui donner l'information, lui le ministre de l'Environnement, le responsable des forêts. Je pense qu'il n'a pas assez serré la vis, il doit être plus sévère envers ses gouverneurs. Dans le secteur plutôt de l'environnement, de la pollution par exemple, je pense qu'il faut qu'on puisse établir les normes de pollution. Parce qu'on parle de la pollution de l'air, de l'eau, du sol, mais les normes ne sont pas encore établies. Donc par exemple, je vous dirais, en RDC, à Kinshasa, on a surtout la pollution sonore. Quelles sont les normes de pollution sonore? C'est à combien de mégahertz qu'on dit que vous avez fait une pollution? Les normes ne sont pas encore prises. Et ça, dans plusieurs secteurs de pollution, l'eau, l'air, les normes ne sont pas encore prises. Donc pour moi,
On ne peut pas être ministre de l'Environnement et ne pas fixer les normes de pollution environnementale. Ça, il faut que ce travail soit fait. Super. Alain Ikala Ngumba, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot, ce que je dirais, c'est surtout par rapport à la forêt. Je répéterai un peu, je serai un peu répétitif, mais notre forêt n'est pas éternelle. Elle a l'air grande, c'est des millions, des centaines de millions d'hectares, mais elle n'est pas éternelle. Notre population augmente de manière, pour moi, exponentielle. Il faut qu'on puisse prendre des mesures courageuses maintenant, parce que si dans 20 ans nous restons dans la même lancée, avec pas d'accès à l'électricité et toujours ce mode de production agricole, nous allons perdre une grande partie de nos forêts et de toutes les richesses qui vont avec en termes de flore et de faune. Et ça serait irresponsable pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc il faut prendre des décisions maintenant et s'engager. Alain Ikala, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir d'être recevoir sur ces plateaux. Et je pense que c'est la première fois, ce n'est pas la dernière non plus. Et nous aurons toujours le même plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et parler encore et encore et encore des forêts parce que c'est la passion. Oui, c'est notre passion. Exactement. Okay. Voilà, donc c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, peut-être avec une nouvelle thématique. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et à plus. Bye. Ciao. Le plateau est parfait parce qu'on n'est pas dans une salle, donc on est à l'air libre, on respire la bonne air, il ne fait pas chaud. Donc par rapport au plateau, c'est parfait. Par rapport à l'émission, c'est aussi parfait parce que ce que j'aime chez Environ News, c'est que les Congolais parlent de leur environnement. Ce n'est pas d'autres qui parlent de nous, mais c'est nous qui parlons de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose à encourager. Que j'encourage beaucoup parce qu'on ne peut pas vivre dans un environnement qui n'est pas sain.